Solo. Bouh. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Nosferatu de Robert Eggers. Alors Robert Eggers, si vous suivez un peu la chaîne depuis quelques temps, vous avez déjà entendu ce nom. C'est celui qui nous a pondu l'incroyable The Northman. Un film que j'avais adoré, qui avait une réalisation superbe, c'était aux petits oignons, c'était incroyable, qui avait une musique de dingue. Et donc, quand il a été annoncé que ce mec allait faire un remake de Nosferatu, qui était sorti en 1922, donc il était un petit peu temps de faire un remake, moi j'étais chaud parce que c'est un mec qui a une patte, c'est un mec qui a une vision, et qui a un style très reconnaissable, et donc j'attendais beaucoup ce Nosferatu. Donc, alors, petit cours d'histoire pour ceux qui ne savent pas. Nosferatu, donc qui est sorti en 1922, si je ne m'abuse, est une adaptation non officielle du Dracula de Bram Stoker. Du coup, oui, les gars, ils ont voulu adapter Dracula à l'époque, ils n'ont pas eu les droits, ils ont fait leur popote de leur côté, ils ont juste changé le nom de Dracula en Orlok, il me semble que il vient pas de Transylvanie, mais il vient d'Allemagne ou un petit peu dans le coin, mais pas trop loin non plus, dans cette région-là. Sinon, c'est la même histoire, quasiment. Donc, ensuite, dans les années 90, on a eu évidemment le Dracula de Bram Stoker. La chose qui différencie Nosferatu de Dracula, c'est évidemment son apparence. Nosferatu, il est vraiment... c'est un monstre, hein, il a des grandes oreilles pointues, il a 3 dents dégueulasses. Je vous mettrai des images du film de l'époque. Et Dracula, à partir de la version de Bela Lugosi, va nous apparaître sous les traits qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le beau brun ténébreux, charmant, charmeur, tout ça, qui a été repris par Christopher Gary Oldman dans l'adaptation de Coppola dans les années 90, etc., etc. Voilà, donc c'est à partir de Bela Lugosi, il me semble qu'on a vraiment cette image de Dracula qu'on a tous en tête. Mais avant, c'était plus un truc comme ça, quoi. Avec Nosferatu. Et donc, du coup, remake 2024. Alors, si vous avez vu et que vous aimez le Dracula de Bram Stoker, c'est la même histoire. C'est la même histoire, mais sans le côté tragédie romantique. Quand je dis romantique, c'est pas genre le film où on se fait des bisous, non, c'est le sens romantique dans le sens noble du terme. Le Dracula de Gary Oldman est un personnage tragique, romantique. Là, ils sont partis plus dans le film d'horreur, dans ce Nosferatu là. Là, on part plus sur de l'horreur, et on a plus le côté Plague. Comment tu dis en français? Désolé, hein, je déteste faire ça, mais c'est le mot qui me vient. Je viens de le voir en anglais, le film. Le côté, pas malédiction, mais si, un peu une plaie, quoi. La plaie, style les 7 plaies d'Égypte, quoi. C'est vraiment le côté mystique. On va bien accentuer sur l'emprise que Nosferatu a sur ses victimes, et c'est pas pour rien qu'il y a des plans de ses mains tout le temps. On ne voit que très rarement son visage. On voit très souvent ses mains, ses doigts, et il a des doigts filiformes, mais des grandes mains, pour symboliser l'emprise qu'il a sur ses victimes, évidemment. Et on va avoir beaucoup de jeux d'ombre sur l'ombre de ses mains, et notamment une que j'ai adorée, parce qu'en termes de réalisation, le film est magnifique. On va avoir notamment, donc comme je vous dis, beaucoup de plans sur ses mains, beaucoup de plans sur l'ombre de ses mains, mais il y en a une que j'adore, ça va être... il va y avoir l'ombre de Orlok qui va recouvrir un personnage, et on va voir sa main au niveau de sa gorge et qui va pivoter comme ça, et le personnage va se retourner. Donc il contrôle les mouvements de sa victime. Donc voilà, c'est le puppet master, hein, c'est le marionnettiste concrètement. Et il va y avoir aussi un moment quand il va arriver dans la ville de Winsburg, je crois,
où là il va vraiment répandre son influence sur toute la ville en termes de maléfices. On va le voir de dos, tendre la main vers la fenêtre ouverte, donc la main va surplomber la ville, et on va avoir la caméra qui avance vers la ville, c'est comme si on passait en drone quoi, et on va avoir l'ombre de la main d'Orlok qui va recouvrir petit à petit la ville, pour montrer que son influence s'étend de plus en plus sur la cité. Et donc ça c'est vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui est visuel dans ce film, c'est à tomber. La musique, elle est excellente. Il y a des passages vraiment qui prennent aux tripes, comme dans The Northman. On va avoir toutes les qualités de The Northman, et on va retrouver la patte qu'on avait dans The Northman, qu'on avait un petit peu dans The Witch. J'ai pas vu The Lighthouse, donc je peux pas vous dire comment il a été filmé. Mais en tout cas, dans The Witch et dans The Northman, on va retrouver ces gimmicks. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de plans où le personnage est centré à l'image comme ça. Et voilà, on va vraiment avoir des plans de face concrètement. On va avoir beaucoup de couleurs grisâtres. Comme dans The Northman, je me souviens dans ma critique, je vous avais dit que les décors, à la limite, ils étaient en noir et blanc des fois. Mais c'est vraiment la couleur de l'image. Même en plein jour, c'est gris, quoi. Et la nuit, il y a cette teinte bleutée, un peu comme ça, entre le gris et le bleu, qu'on retrouvait dans The Northman, et encore une fois. C'est sa palette de couleurs, c'est son univers. Et on va avoir également, comme The Northman, et comme dans The Witch, il me semble, des noirs très très profonds, éclairés à la bougie. Donc on a une espèce de lumière dorée, orangée, avec un contrasté avec du noir très 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 profond. Voilà, donc ça fait des super belles images. On a l'impression d'être devant un tableau de Caravage des fois. C'est magnifique. Donc voilà, en termes d'esthétique, le film est une petite claque. Je vous avoue que j'étais un petit chouille déçu par la réalisation, parce que dans The Northman, il y avait des plans séquences qui étaient vraiment ouf. Après, c'était des scènes de bataille, donc là, il n'y a pas de bataille forcément. Mais on va retrouver quand même son style, c'est-à-dire qu'il fait pas des plans séquences de ouf, mais on a très peu de cuts. C'est un film avec un rythme très lent, et moi j'adore. J'ai adoré cette ambiance lancinante, parce qu'en fait, comme Orlok, il va avoir une emprise sur les personnages, il parle de son ombre qui est toujours là, derrière eux, tout ça machin. La caméra, on a une caméra flottante. C'est-à-dire que on va avoir cette caméra et des fois qui va passer un peu au-dessus des personnages, qui va les accompagner, et du coup on va pas avoir des cuts francs. Par exemple, dans n'importe quel film, il y a un personnage qui va regarder à l'extérieur du cadre, ça va cutter, on va te montrer ce qu'il regarde. Non, là, ce qui est génial, c'est que comme on veut te faire ressentir la présence, l'emprise d'Orlok sur les personnages, grâce à la caméra notamment, on va montrer le personnage qui va faire ça, et en fait, ça va pas cutter, ça va faire ça. Ça va faire ça. Ça va faire ça. Ça va montrer ce que le personnage regarde, et ça va revenir vers lui comme ça, et pour avoir sa réaction, et peut-être même regarder de l'autre sens, et que la caméra va pivoter de l'autre sens et revenir. Voilà. Donc on va avoir ces jeux de caméra qui sont très lents, et même on va avoir des scènes de discussion, les personnages parlent, et au lieu d'avoir des champs contre champs, on va avoir les personnages qui avancent, et la caméra qui recule et qui les suit pendant qu'ils marchent et tout ça. On a très très peu de cuts dans les scènes, vraiment. C'est des mini plans séquences de 1 minute, 1 minute 30. Chaque dialogue est fait en une prise, t'as l'impression. Et déjà, ça dénote quand même un savoir-faire au niveau technique du réalisateur, mais aussi des acteurs. Les acteurs, ils devaient connaître leur texte par cœur, vraiment par cœur. Tu pouvais pas te planter au bout de 2 phrases et rattraper le truc au montage. Non. Là, les gars, ils déclament leur réplique pendant 1 minute 32 minutes. Ça coupe pas. Il y a en plus des mouvements de caméra à gérer, tout ça, machin. Non, franchement, techniquement, c'est très très bon. Donc, c'est très très bon. Voilà, je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus en termes de réal. La photo, elle est magnifique. J'ai regardé le nom du directeur de la photo, je l'ai pas retenu, je vous le mettrai là. Magnifique, encore une fois. Il y a des plans d'extérieur qui sont d'une beauté, notamment il y a un plan qui revient 2 fois. Ça va être quelqu'un sur un radeau qui navigue sur une espèce de rivière, qui passe sur un canal, on va dire, qui passe sous un pont, et au fond il y a le château qu'a acheté Orlok à Winsburg.
avec la lune en fond, les nuages gris, noirs et tout, machin. Putain, c'est magnifique. Tout ça dans des teintes sombres, noires, bleues, gris. Oh là, c'est mortel. Et il y a un peu le même plan au début quand Thomas il va rencontrer le comte Orlok et on voit son espèce de charrette qui approche du château. On va voir aussi, bah tiens, avant qu'il monte dans la chariote là, je sais pas quoi, on va le voir, on a que des plans qui sont super composés. C'est magnifique. T'as un plan où Lily Rose Depp au tout début du film, hein, elle sort de sa maison, t'as la maison qui prend quasiment tout le cadre avec 2 arbres de chaque côté, et t'as le sentier qui sort de la maison, et elle qui est au milieu avec le ciel en haut et tout machin. La compo, tout est hyper symétrique, tout est magnifique. T'as un peu la même chose quand lui, il marche dans la forêt, Thomas. T'as un espèce de chemin avec un carrefour au premier plan. Pareil avec les arbres, t'as des lignes de fuite de ouf avec les arbres et le ciel et tout machin. De nuit, et t'as un contre-champ où tu vois la même chose, sauf que tu vois le chariot qui apparaît au loin et qui se rapproche de plus en plus. Donc voilà, c'est magnifique. Et ce qui est très drôle dans cette scène, c'est que, je vous le mettrai là, si je la retrouve la scène, c'est que c'est une scène qui m'a fait énormément penser au jeu Bloodborne. T'as un moment où t'arrives dans une espèce de forêt, et où tu vois, t'as un chariot qui arrive, le chariot s'arrête, la porte s'ouvre tout seul, tu montes dedans, et ça cut, et tu te retrouves à l'entrée d'un château. Tu approches, la porte s'ouvre toute seule, et quand tu passes, ça se referme. C'est exactement ce qui se passe dans ce film. Donc c'est un truc qui est connu dans les films d'horreur et dans les films d'ambiance comme ça, de château, de trucs, machin hanté. Mais c'est marrant parce que c'est quasiment la même scène. Donc moi ça m'a fait penser à Bloodborne. Surtout qu'en plus ils ont des vêtements un peu style victorien et tout ça machin. Donc voilà, ça me fait penser à ça, c'était drôle quoi. Au niveau du casting, donc on a Lily Rose Depp, que moi j'ai jamais trouvé excellente. Bon, j'ai pas vu la série qu'elle a fait avec The Weeknd. Là dans ce film là, franchement je m'attendais à pire. Je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, notamment sur les scènes où elle part en crise d'épilepsie, on va dire. Et notamment la dernière où en fait elle convulse tout en parlant et en étant un peu possédée. Franchement, je me suis dit, arriver à se lâcher autant sans avoir l'air ridicule, franchement c'est balèze parce que ça peut vite tourner au malaise ce genre de scène. Si l'acteur il est pas vraiment à fond et que il sait pas jongler habilement entre le nanar et le très bon jeu quoi. Il y a une fine ligne qui sépare les deux trucs et franchement elle fait un numéro d'équilibriste plutôt bon, elle s'en sort vraiment bien je trouve. Après, je trouve que dans ces scènes-là, elle s'en sort très bien. Et par contre, je trouve qu'elle a les yeux vides. Je trouve qu'elle ne dégage aucune émotion dans son regard. C'est-à-dire que les 3/4 du film, elle va le passer comme ça. En fait, on dirait qu'elle est défoncée. Quand elle est un peu triste ou quand elle veut... je sais pas comment dire. Quand elle est en... Je sais pas comment dire. Quand elle joue pas justement à la démence ou le truc comme ça, où elle s'en sort bien. Je trouve qu'elle est un peu... Ses yeux, ils sont vides. Elle transmet rien, je trouve. Alors, est-ce que c'est la colorimétrie qui lui fait les yeux très très noirs et donc du coup, t'as l'impression qu'elle a les pupilles dilatées à chaque fois et qu'elle est hyper défoncée. Mais comme elle a les yeux à moitié fermés à chaque fois, quand elle déclame ses répliques, même quand elle dit « Oh mon Dieu, non, ne pars pas, je t'aime », elle est comme ça, quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà, donc... Comme elle fait le rôle d'une meuf à moitié folle, entre guillemets, dans le film, tu peux excuser le manque de dynamisme dans les yeux, mais je pense que c'est juste qu'elle est pas encore... elle est jeune, hein, Lily Rose Depp, donc elle a pas encore le niveau pour les rôles plus nuancés. Quand elle est dans vraiment le truc où elle doit en faire des caisses, ça va, elle s'en sort, parce qu'elle est en roue libre, mais quand c'est un peu plus nuancé, quand elle doit avoir l'air un peu plus naturel, là c'est compliqué. Bref. On a Nicholas Hoult qui joue plus ou moins qui joue le rôle que jouait Keanu Reeves dans le Dracula de Bram Stoker. J'ai envie de dire ça va, il fait le café. Y a rien d'incroyable mais ça passe. Le Aaron Taylor Johnson là, qui joue son pote,
Autant des fois... lui, il est en dents de scie dans le film. Il y a des fois, je me dis, ok, ça passe, et puis il y a des fois où je me suis... c'est pas ouf, tu vois, c'est pas... Aaron Taylor Johnson, il a pas vraiment de chance, parce que... Enfin, il a pas vraiment de chance. Est-ce qu'en fait, il a le talent pour être un grand acteur? J'ai pas l'impression, en fait. Plus je le vois, plus je me dis, ouais, en fait, son jeu, il est assez limité, quoi. Quand on l'ai découvert dans Kick-Ass, il était jeune, il était frais. Il avait un rôle d'un geek et tout, machin. Ça passait. Je me suis arraché l'œil carrément. Dans Bullet Train, il a un rôle un peu rigolo, donc ça passe. Il a un rôle physique, donc comme c'est un acteur physique, ça passe. Dans Tenet, on le voit pas assez pour juger. Dans Godzilla, bon, il était un peu juste, je trouvais. Ça passait, mais c'était le militaire américain, voilà. Mais bon, et là, bon, dans Craven, c'est pareil. Il a du charisme, il a une prestance, mais pas assez, en fait. Il est un peu... je sais pas. Et là, dans celui-là, il y a des scènes où ça va, et il y a des scènes où... Genre la scène où il pleure la mort de sa famille, c'est compliqué. Et on a Bill Skarsgård, donc celui qui joue Pennywise dans It, celui qui joue le Marquis de Gramont dans John Wick 4. Qu'est-ce qu'il nous a fait récemment Quoi il a joué récemment là? Ah, The Crocs. Voilà. Donc je vous avoue, quand j'ai su que c'était lui, j'étais pas super chaud. Et en fait, il s'en sort ultra bien. Et je pense que Bill Skarsgård, quand il fait pas trop attention à sa belle gueule et quand il fait pas trop attention à comment il est coiffé, c'est-à-dire quand il est soit en Orlok, soit en Pennywise, il déchire. Parce que c'est un acteur apparemment qui se donne vraiment à fond dans les rôles comme ça. Et quand on voit sa tête et qu'il est censé être beau gosse et tout ça machin, ça marche pas. Il lui faut plus de rôles comme ça. Il lui faut plus de rôles où on le reconnaît pas, où il doit se métamorphoser. Parce qu'au niveau de sa voix, il est méconnaissable. Et tout le maquillage qu'ils lui ont fait et encore, on le voit quasiment pas. Il est quasiment toujours dans l'ombre. Mais bon, le fait qu'il est grand, hein, je crois qu'il fait 1m88, 90. Évidemment, ça lui fait une aura super imposante. En plus, ils lui ont fait une espèce de cape et tout machin. Avec ses grands doigts filiformes, avec ses ongles pointus et tout. Plus la voix, il a vraiment une présence à l'écran dans ce film. C'est waouh, Non, et ça marche super bien. Et notamment, il y a un plan de lui. Donc, il y a 2-3 jumpscares avec lui. Franchement, les 2-3 fois, j'ai sursauté. Mais bon, oui, c'est un jumpscare où il te balance le son à fond alors qu'il y a eu du silence avant. Mais c'est des jumpscares qui sont préparés, c'est-à-dire que c'est pas genre deux mecs qui discutent, ouais, alors il fait beau aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est qu'avant le jumpscare, t'as eu quand même 30 secondes, 1 minute d'ambiance où il se passe. Où t'as de la tension en fait avant que ça arrive. Où tu cherches, il y a un truc, tu dis putain, ça va arriver. Et effectivement, au bout d'un moment, ça arrive, mais ça a été préparé. C'est pas juste comme ça gratos pour rattraper l'attention du spectateur qui se fait chier au bout de 5 minutes et qui regarde son portable. Non. Là, c'est travaillé. C'est voulu que tu sursautes à ce moment-là. Donc ça marche bien. Il y a une scène, moi, qui m'a mis un peu des frissons dans le dos. C'est qu'on va voir Aaron Taylor Johnson dans son lit qui dort. On va voir l'ombre de la main d'Orlok sur son visage qui va lui dire tu vas dormir sans te réveiller. Et là on va entendre ces gamines qui hurlent, sa femme qui se réveille, qui n'arrive pas à réveiller son mari, et donc du coup qui va aller dans la chambre de ses filles. Et quand elle va rentrer dans la chambre, tu vas avoir un plan sur Orlok, donc en silhouette, qui est en train de bouffer les gamines. Et en fait il est en silhouette parce qu'il est contre la fenêtre, donc il laisse passer la lumière de la lune et de la nuit. Et tu le vois en silhouette qui est en train de bouffer les gamines. Et il jette la gamine, mais comme une merde. Genre, il l'a vidée, il la jette, c'est limite, il va lâcher un roux, quoi. Mais vraiment, il y a aucune empathie. Tu sais, genre, il l'a bouffée, c'est une carcasse, c'est fini, quoi. Il jette ça comme tu jettes un pilon de poulet dans ton assiette, quoi. Et il se retourne vers la nana. Et ce moment où il se retourne vers elle, où tu distingues ses yeux dans l'obscurité et...
un peu son visage, mais pas trop. Putain, là, ton imaginaire, il marche vachement. Avec la musique, l'ambiance et tout. Oh, putain, cette scène, elle m'a marqué. Vraiment, elle m'a marqué. Parce que tu le vois pas l'attaquer. Mais tu sais que ça arrive. Tu sais que ça arrive et je trouve que ça marche d'enfer. On a aussi William Dafoe qui reprend le rôle de Van Helsing, hein, plus ou moins. C'est l'acteur préféré de Eggers, j'ai l'impression. Il était dans The Lighthouse, il était dans The Northman. Lui, c'est William Dafoe. De toute façon, il est énorme dans tout ce qu'il fait, lui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Attendez, je regarde mes notes. Oui, tiens, en termes d'atmosphère, il y a un truc que j'ai vraiment aimé. C'est que on va avoir, pendant tout le film, on va avoir une espèce de brume sur tous les plans quasiment. Sur beaucoup de plans en tout cas. Alors pas ceux sur les rêves, mais plus sur les extérieurs. Et même en intérieur, des fois, t'as toujours cette espèce de brume persistante. Et donc du coup, ça fait des effets de lumière qui sont vachement beaux parce que la lumière se diffuse pas aussi bien que s'il n'y avait pas de fumée, évidemment. Donc ça fait une atmosphère très pesante, très un peu suffocante, tu vois. Et du coup, même quand il se passe pas grand chose, que les gens sont pas vraiment en danger, tu sens qu'il y a une atmosphère lourde, quelque chose qui pèse sur les personnages, que même la lumière symboliquement, c'est vraiment la salvation. Et ben elle a du mal à percer l'image parce que du coup elle est étouffée dans cette fumée. Et donc c'est pour ça que le film baigne dans le gris et dans la brume et tout ça, parce que évidemment c'est Harlock c'est la représentation de l'influence et du côté maléfique du conte qui est là partout présent, et qu'évidemment à la fin quand il meurt, on a vraiment cette fenêtre qui donne sur les rayons du soleil, et là on a l'image qui est très très nette. Voilà, comme on le voit dans beaucoup de films, hein. Une fois que tout va mieux, on a les rayons du soleil et tout machin pour repartir sur un nouveau jour, un nouveau départ, etc. etc. Et même pour pouvoir... ça y est, on respire, c'est la lumière du soleil, qu'on n'est plus dans la pénombre qu'on a connue pendant 2 heures. Donc voilà, ça c'était vachement bien, j'ai vachement aimé. Bah voilà, j'ai fait le tour de ce Nosferatu. C'est une petite critique à chaud, j'ai sûrement loupé plein de trucs comme à chaque fois, hein. Donc moi je vous le conseille, bon après je veux dire, même si vous l'avez pas vu, si vous avez vu Dracula, vous avez déjà vu le film, et c'est une autre version quoi. C'est pas la même chose, c'est la même histoire, mais c'est pas les mêmes, si, il y a les mêmes enjeux, mais c'est pas fait de la même façon. C'est vraiment différent de celui de Bram Stoker, hein, vraiment. Le rapport à la créature n'est pas du tout la même. On n'a pas la genèse de la créature, on n'a pas l'évolution de Dracula qui redevient jeune en buvant le sang de ses victimes et qui veut finir sa vie avec Mina, etc. Non, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment le côté, le monstre. C'est vraiment... l'abomination quoi, et l'influence maléfique qu'elle a sur la ville et tout ça. Ça c'est vraiment intéressant, c'est vachement cool. J'ai vachement aimé. Donc voilà, je vous conseille Nosferatu de Robert Eggers, et j'ai envie de dire un réalisateur à suivre de près parce que là ça fait plusieurs films qui sont vraiment top. The Witch, il était étrange mais j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je regarde The Lighthouse. The Northman, ça a été mon film de 2022. Et là, celui-là, il est vraiment pas mal. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour... on va faire bientôt... On va finir sur les tops et les flops de l'année. Voilà, et puis voilà. Je vous souhaite à tous un beau réveillon, parce que c'est dans pas longtemps. Et je vous fais des bisous, si c'est des... Voilà. Faites des bisous, voilà. Et faites attention dans la nuit. Solo